Alors, inicio a esta nous commençons actividad que cette tenemos que nos activité. toca un poco debatir entre todas las personas que están acá On va débattre alors convocadas para avec la toutes ces presentación. personnes, tous Vamos a ces ver, vamos a expositeurs. tocar transformación Nous digital. allons parler de la transformation Es un numérique. tema C'est un sujet muy en boga en los últimos tiempos, desde el sector dont on empresario, parle del sector beaucoup sociológico, del sector dans tous les político, secteurs todos politiques, atravesados por la sociologiques. tecnología, tratando cada uno de buscar un rol, Tous les un domaines lugar sont de estos traversés tiempos nuevos. Acá, en la par cela dans perspectiva ces nouveaux temps. de Dans esta cette actividad, va a perspective, estar orientada cette activité va être orientée principalmente a la actividad surtout empresarial, vers la relación laboral, la relación del pour empleado les con la entreprises, compañía, les salariés pero avec les como centro al sociétés, les hombre, al relations qu'il y a humano, là, ¿no? dont Los que ayant estamos en el mundo l'humain tecnológico au centre. generalmente hablamos y dejamos, Nous, caminamos rápido y hablamos rápido on parle sobre vite temas sur des muy sujets sensibles très como es la relación del simples, hombre con la máquina, la con la relation tecnología y estas cosas. de l'humain avec la Entonces, un machine. poco la perspectiva Alors, la que le vamos a dar a esta perspective que charla l'on va es donner à la ce sujet, tecnología, c'est la cómo atraviesa las technologie, empresas, comment elle cómo traverse atraviesa las empresas y las les personas, cómo sociétés, les atraviesa las entreprises, les personas personnes, entre las personas, cómo entre atraviesa les personnes, la comment on relación traverse de les las personas relations des en su personnes relación laboral dans con las leur empresas, relation cómo va a ir avec, cambiando dans le las travail, perspectivas que vamos les a escuchar de cada perspectives que uno de l'on los va écouter disertantes de tous les y también expositeurs algún impacto que está et des generando en impacts las que estructuras cela económicas engendre como la dans les situación structures de économiques, comme la situation las empresas pymes de cada des país, la PME de chaque globalización, pays, la las empresas que mondialisation, les toman un sociétés poder de control qui ont le pouvoir de sobre contrôle territorio y sur les territoires sobre situaciones et sur regionales les que situations se van régionales convirtiendo en algunas qui veces en monopolio, en algunas veces en parfois elles oligopolio, deviennent des tal vez sin monopoles, des buscarlo, oligopoles, tal vez con parfois sans le intenciones chercher, de parfois dans transformar el l'intention de mundo transformer le tradicional al monde mundo traditionnel vers tecnológico le monde y por ahí technologique. quedan Et con grandes parfois, visiones il y a des envidiosas, grandes ¿no? Y pensar que visions se pueden de cambiar el mundo y penser después que le terminan monde peut siendo être changé grandes et oligopolios, après c'est grandes des monopolios, grands ¿no? monopoles Sin ou buscarlo oligopoles sans terminan les siendo chercher, eso. Pero bueno, esto es sans lo le que será vouloir. el Donc, debate, lo que van a ser las ce acciones, la débat va presencia de être organismos traité de ça. multilaterales, lo que vamos a un poco a charlar entre todos C'est acá. dont on va débattre ici. En la situación puntual, Sur la le vamos situation a dar primero ponctuelle, la on va palabra. donner Vamos a d'abord tener la parole. personas que representan Il y empresas a des grandes, personnes qui personas représentent que des tienen grandes experiencia en el sociétés, des desarrollo de personnes qui software ont en el des territorio de empresas más expériences chicas, qui posiciones montrent de personas que comment están relacionados con c'est organismos dans des multilaterales, dans visiones des petites regionales, porque entreprises, hay des gente visions de Italia, régionales. hay Il y a gente des de gens África, d'Italie, hay d'Afrique, gente il y a de des gens Argentina y hay gente d'Argentine de Brasil, y nos et van du a dar sus Brésil, et ils perspectivas vont donner de leurs más o menos perspectives et cómo ve dire cada uno este tema. comment ils voient Ahora le ces vamos a dar la sujets. palabra en el On va primer donner la momento parole a au Daniel premier Gándara. moment à M. Gandara. Hago una pequeña introducción. ¿Quién soy J'ai yo? fait une Luciano petite Nicola, introduction. Moi, je suis emprendedor, nacido en Luciano Río Nicola, Cuarto, el entrepreneur. interior de Argentina. Je suis né à Rio Cuarto, Soy c'est de iglesia chica, l'intérieur de de característica Córdoba, de agropecuaria, l'Argentine. donde Ma ville en est ciudades importantes de la agropecuaire, provincia de Córdoba también. agricole, et Soy abogado, je suis tengo mi avocat. formación Ma en formation negocio, hice un est en MBA affaires. y J'ai tengo fait un muchas MBA actividades et j'ai beaucoup institucionales, d'activités ¿no? Más allá de mi actividad institutionnelles. empresaria. Estoy en la Fundación Endeavor, soy vicepresidente de Je Endeavor, suis le colaboro mucho en el vice-président trabajo de las empresas d'Endeavor. B, estoy en Je constante actividad en suis grupos de en empresarios tratando de permanente encontrar nuestro rol activité en la comunidad, avec tratando les de defender ese entrepreneurs pour savoir capitalismo quel est notre consciente, ¿no? rôle dans la Y société. vendí mi compañía Et como j'ai emprendedor y vendu ahora en Ideas ma Emprendedores, un rol société que et maintenant involucra j'ai y he invertido en varias compañías vendu ma de propriété. startups Je suis investisseur. principalmente de acá de Córdoba, donde yo nací, Investisseur donde vivo, dans, la et zona donde vivo. Bueno, je un poquito assiste hablando des entreprises quién de ma ahora, ville. Daniel Gándara, Maintenant, un c'est M. gran amigo, Gandara, c'est un grand trabajó ami. conmigo mucho en el ecosistema Il a emprendedor. Él beaucoup es hoy travaillé avec moi. actualmente el Il travaille vicepresidente beaucoup de avec moi. IT Il est en Mercado Libre, le una de las vice-président de compañías más Mercado grandes del Libre. mundo C'est en un des e-commerce, sociétés es la plus principalmente grande la dans más le grande de monde Latinoamérica. dans les Ese cargo e-commerce lo en ejerce Amérique desde latine. Córdoba. Il Ha travaille depuis logrado que desde Cordoba. Il a Córdoba sea réussi una punta de à lanza que tecnológica hacia el mundo. Cordoba Desde soit une acá, pointe de lance vers le monde. Mercado Libre está haciendo desarrollo Mercado importante Libre para toda la fait región. un bon Daniel travail Gándara depuis también tiene avec 48 toute la años, région. es Il a ingeniero en 48 ans. sistemas, se graduó aquí en Il la est UTN de ingénieur en Córdoba, système. perdón, en la Il a eu Católica son de Córdoba, diplôme no, à no ha l'Université abandonado esa catholique de vocación Córdoba de docencia et que lo il n'a lleva, pas que lo abandonné caracteriza sa cada vez que un vocation emprendedor le toca la d'enseignant. puerta y lo recibe.
avec l'enseignement de manière formelle, mais il fait aussi dans des conversations, des discussions de manière informelle. Il est membre d'Endeavor aussi, il participe activement. Dani, on t'entend, si tu peux nous donner ton opinion dans ces sujets. Merci à tous, merci de l'invitation et de la présentation, Luciano. Je vous raconte un peu sur Mercado Libre, où je développe mes activités aujourd'hui. Mercado Libre, comme nous le disait, c'est une entreprise de commerce électronique avec deux grands business, l'un de commerce, l'autre de fintech, et nous sommes présents dans toute la région. L'entreprise a des dimensions, il y a un taux de croissance vraiment très dynamique. Nous augmentons à des taux de 40 à 60% d'intérêt annuel, ce qui représente un grand défi pour nous. Nos équipes de travail croissent à ce même rythme. Aujourd'hui, nous espérons de terminer cette année avec une équipe de 16 000 personnes dans toute la région. Cela implique une croissance du 100% cette année dans le nombre de personnes qui faisant partie de l'entreprise. Donc, cela nous place au centre des dynamiques et ses difficultés et ses défis de croissance. Et dans ce sens, en tant qu'entreprise de technologie, cette situation de pandémie nous a aidés parce que nous étions déjà préparés, parce que nous sommes préparés pour pouvoir fonctionner selon une dynamique de travail à distance. Nous étions formés pour le faire et notre agenda d'activité n'a pas changé après la pandémie. Dans toute la région, nous avons des équipes depuis le Mexique jusqu'à l'Argentine, dans tous les pays. Et nous sommes parvenus à continuer à travailler d'une manière très dynamique dans ce contexte, même avec les problèmes de la pandémie. Et cela nous a permis de confirmer quelque chose, des choses que nous sachions et d'autres choses. Depuis nos activités, nous sommes devenus une forme utilisée par les gens pour satisfaire les besoins d'achat et financiers des gens. Et on a en même temps démontré qu'on pouvait travailler à la distance. Aujourd'hui, nous travaillons et nous développons des activités selon une culture d'entreprise que nous avons générée dans une étape précédente où la présence était la manière la plus habituelle pour nous de développer nos tâches. Aujourd'hui, nous voyons les résultats d'une culture construite selon ces conditions et nous avons le grand défi de continuer à construire notre équipe et transmettre notre culture dans une situation très différente par laquelle nos activités ont augmenté et nous construisons des équipes dans une réalité de virtualité qui représente un défi pour nous de transmission de la culture dans ce type de contexte et comment nous assurer que la technologie que traverse notre réalité est un outil de croissance qui ne va pas à l'encontre de nos principes culturels, qui sont ceux qui nous préoccupent le plus et que nous voulons conserver par rapport à la participation des personnes dans toutes leurs tâches, l'engagement dans tout ce qu'elles font, en mettant l'accent sur l'entrepreneurialisme. Et en tant que compagnie, nous ne voulons pas perdre l'essence d'entrepreneur et nous savons que nous avons le potentiel pour le faire dans chaque membre du personnel, dans leurs apports, dans l'amélioration des produits vis-à-vis des utilisateurs et nous mettons en évidence en permanence les modes dont nous les mettons en pratique par rapport aux utilisateurs qui utilisent nos plateformes. Ça, c'est le plus grand défi et comprendre ce type de mouvement.
des mouvements qui s'accélèrent avec une pandémie à laquelle on ne s'attendait pas. Nous avons pu accélérer beaucoup des processus et cela a constitué un grand défi pour nous et nous le comprenons de cette manière vers une culture beaucoup plus flexible de celle que nous avions avant et en espérant que notre culture puisse évoluer de manière adéquate et comprendre ces défis et ces opportunités où la présence est encore quelque chose d'exigé et qui doit être géré de la bonne manière. Et en même temps, nous avons appris que nous pouvons travailler à la distance. Cela a été un grand apprentissage, une confirmation de quelque chose que nous savions. Donc, notre vision est que nous pouvons travailler, que les frontières se sont un peu effacées, comme Luciano le disait, depuis Cordoba, avec un groupe technologique, nous nous sommes proposés que la géographie ne poserait pas de limite pour nous. Et alors l'équipe qui se trouve à Cordoba prend des décisions de toute l'entreprise Mercado Libre dans toute la région. Et c'est ce que nous voulons construire, des équipes distribuées dans les différents pays où nous opérons et qui puissent travailler comme une seule équipe en comprenant les défis de nos utilisateurs et en faisant évoluer notre culture de travail qui, encore une fois, fait partie du secret de nos activités. C'est notre approche vers les défis que nous trouvons. Donc, de ma part, je finis ici et je laisse le reste des orateurs s'exprimer. Merci. Le fait d'essayer d'être élevé et ne pas empêcher les autres de parler. Je suis désolé, j'étais en sourdine. Alors, Marco Dini, titulaire de sciences politiques de l'Université de Bologne et diplômé en études avancées d'économie de l'Université de Lérida en Espagne. Il a travaillé pendant plus de 30 ans en Amérique latine dans des institutions nationales comme Corfo, Cercotec et internationales comme CONUDI, Comine pour nous. L'Union européenne en contribuant à la conception et la gestion, évaluation des programmes politiques d'encouragement et des organisations professionnelles avec une attention spéciale au créneau développement économique local, réseau, entrepreneuriat et développement des travailleurs. Des travail sont les petites et moyennes entreprises et les respectives politiques économiques dans l'Amérique latine. Dans ce contexte, il a travaillé des projets d'assistance technique dans une dizaine d'entreprises. Il a fait une blague. Il a publié plus de 30 articles sur les sujets de sa spécialisation. Marco, on t'entend. J'ai mis une alarme, mais Luciano, si je dépasse le temps, tu me coupes. Merci beaucoup de l'invitation. Je veux partager sur l'écran, j'ai préparé des diapos avec l'idée de penser un peu avec vous. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, j'ai décidé de ne pas faire une discussion, mais de faire 5 ou 6 affirmations. Je vais dans le sujet et après on en discute. Peut-être aussi mes collègues vont m'aider aussi ou à les questionner ou à donner une idée. Quand on parle de technologies numériques, on parle de différentes modalités. Pour moi, il est important cela parce que la brèche entre les grandes sociétés et les petites sociétés entre des pays plus ou moins industrialisés varie beaucoup. Si l'on considère une technologie de base, par exemple l'utilisation des mails pour contacter les clients ou une technologie un peu plus avancée comme le cloud computing ou une technologie des frontières. La distinction entre ces 3 groupes est fluide dans la mesure où la technologie
comment dire, et consolider sur ce qui est avant était avancé, maintenant est des bases et comme ça. Et là, c'est où on veut mettre la technologie. Cela est important pour moi parce que la brèche n'est pas la même en technologie de base que celui en technologie avancée ou des frontières. Il y a des exemples comme l'utilisation au Chili ou au Brésil selon les données de chaque pays. Je ne m'arrête pas sur toutes les diapos que je donne comme support. Si vous voulez, je peux revenir sur ces sujets-là. La pénétration de la technologie comme les big data au Brésil est de 8%, dans les petites sociétés et de 20% dans les grandes sociétés. Et dans les cloud computing au Chili, 18%. Pour les PME, alors, la technologie est un monde complexe et il faut différencier si l'on veut comprendre où sont les brèches et les problèmes. En deuxième lieu, en Amérique latine et aux Caraïbes, expérimentent un retard dans la connexion à haut débit. Outre l'enregistrement, outre qu'il y a une brèche entre les connexions, la qualité des connexions, il y a des brèches selon les territoires. Par exemple, ici, il y a des vitesses d'accès à Internet qui montrent que la qualité n'est pas la même et que la brèche est très différente en termes de vitesse de téléchargement entre les pays des régions et les pays européens ou industrialisés, par exemple comme l'Espagne, l'Allemagne. Vous voyez que la différence est très importante. Dans les pays les plus industrialisés, la vitesse est de 30 mégabits par seconde, c'est la norme, tandis qu'en Amérique latine, ce n'est pas la même chose. Et là, on voit une différence qui s'est accrue entre l'urbain et le rural. Et c'est là dans la région, n'est-ce pas? Alors, la technologie, c'est un monde complexe, il y a une grande hétérogénéité, il y a une différence importante dans la région. La troisième affirmation, c'est que la pandémie a durement frappé les PME en ce qui concerne les technologies numériques et cela a accéléré à diffuser la pénétration de cette technologie. Ces éléments qui sont là sont impressionnants. C'est une estimation que l'on a fait l'année dernière pour calculer combien d'entreprises, des sociétés formelles pouvaient avoir des gros problèmes, c'est-à-dire fermées. C'était 19% du total des entreprises totales. Et j'ai peur que ce calcul était bien fait, surtout des micro-sociétés. Cependant, il y a cet aspect-là qu'il faut considérer. C'est un élément que j'ai de Mercado Libre. Daniel sûrement pourra le corriger ou le mettre à jour. La plupart de ces éléments, des éléments qui sont là, ne démontrent pas qu'il y ait eu une diffusion de la technologie. Un quatrième point important, l'absorption des technologies numériques dépend des facteurs internes et externes et surtout, il n'y a pas une modalité unique d'incorporation. Il n'y a pas un bon chemin pour pénétrer, pour que les technologies numériques puissent pénétrer. Chaque société peut incorporer d'une bonne manière pour sa propre dimension, pour sa propre culture, pour son propre entourage.
Cela veut dire qu'il peut y avoir un secteur numérisé, un autre que non, et ce processus de différenciation doit être présent et les facteurs doivent être aussi présents. Alors, on est face à un problème de pénétration numérique, à une crise au niveau mondial. Et il faut penser comment utiliser cette technologie aussi pour reconstruire. Il y a une affirmation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui dit pour mieux construire, il faut transformer les modèles. Dans le cas d'Amérique latine, c'est sur ce modèle lequel on parle. Une réalité où la productivité relative externe contre les États-Unis, par exemple, que l'on prend comme frontière internationale, cela a chuté, on a perdu de la productivité. Et sur la droite, vous voyez la brèche de productivité interne. C'est la différence de productivité entre les micro-sociétés et les grandes propriétés. Et les grandes sociétés, c'est 7 fois plus que celles enregistrées dans les pays industrialisés. Un dernier point, et avec cela je finis, seulement pour avoir une idée pour la réflexion, les politiques de soutien au secteur de production a un très grand défi devant lui. Le premier, quand on parle de numérique, je l'ai mis en premier lieu, il me semble que la technologie numérique ne doit pas être considérée une fin, mais un moyen. Cela veut dire, en termes concrets, que cette technologie, pour la promotion de cette technologie doit être une stratégie, elle ne peut pas être déliée. Ça ne doit pas être à long terme. Alors, en deuxième lieu, il faut avoir des politiques qui sachent s'adapter aux sociétés et aux territoires et à la maturité technologique que l'on considère. En troisième lieu, je l'ai dit sans pouvoir l'approfondir, on peut le faire dans le débat, mais comme l'a dit le titre de la présentation, il y a un nouveau défi dans l'économie numérique, dans l'économie des données, nous pose aux institutions publiques en termes de dynamique du marché, en termes de libre concurrence. C'est contrôler l'abus des positions dominantes lorsque l'économie est centralisée sur les données. C'est un sujet dont on peut après réfléchir. Il y a quelques-unes des publications que nous avons présentées récemment et avec cela, je donne la parole à Luciano. Merci Marco. Tu as laissé des bons sujets pour le débat. Alors, après, on entrera dans le débat. Fernando, si tu es là, Fernando Baptiste, il est conseiller interne sur des sujets d'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il a travaillé pour l'OIT depuis 2011 et surtout dans les dessins des stratégies électroniques pour l'apprentissage, la communication et la création de réseaux et la collaboration pour promouvoir cela en termes de création d'emplois. Le dialogue social, migration dans le travail, protection sociale et travail décent. Il a une grande expérience dans le travail triangulaire. Il va nous raconter comment la technologie croise nos vies. Merci beaucoup, Luciano. Bonjour, bonsoir aux orateurs. Moi aussi, j'ai une présentation ici, donc je voudrais partager mon écran. Un moment, s'il vous plaît. Voilà, Fernando. Oui, est-ce que vous la voyez? Oui, bien sûr. Alors, nous allons continuer avec le sujet de l'impact de la transformation numérique.
Ici, par rapport au contexte, je crois que Marco a bien expliqué la situation et c'est une situation qui met les petites, les micros et les moyennes entreprises, l'économie locale dans une situation très faible. Et voilà la question de génération d'inégalités économiques ou la situation de monopole, oligopole. Alors c'est un contexte qui semble défavorable et qui a empiré avec la COVID pour la petite économie. Et la question qui se pose, c'est la solution, c'est la numérisation pour l'économie locale. Et c'est une question que nous savons que sûrement, oui, c'est la tendance mondiale, mais ça dépend de comment elle est appliquée. Donc, avec ce point, je touche le point de Marco, la présentation de Marco. Et je vais faire ma présentation depuis une perspective organisationnelle. Donc, pour donner un exemple, je voudrais parler d'une expérience que j'ai eue il y a 10 ans, qui est l'expérience de Secos et Sol, qui agglomérat local d'activité économique à Barquisimeto, en Venezuela. Et j'ai passé 2 semaines avec eux il y a 10 ans et je les ai vus travailler et je voudrais utiliser leur exemple pour l'expliquer et faire une connexion avec la partie numérique plus tard. Secos et Sol, c'est un agglomérat avec plus de 50 entreprises coopératives avec environ 1000 partenaires qui sont les travailleurs, 20 000 partenaires qui comme des clients réels. Des opérations agricoles, industrielles, les ventes, les crédits, la santé, le transport. Donc, ce sont des activités très diversifiées et des revenus d'environ 100 millions de dollars. Donc, très significatifs, et ils sont installés dans des endroits plus pauvres. Donc, on voit que c'est un agglomérat typique local de petites entreprises coopératives. Et je voudrais montrer ces photos que je les ai prises pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et c'est très intéressant parce qu'ici, nous voyons des cercles des personnes, des cercles plus petits, d'autres plus grands. La première photo à gauche, en haut, il y a des différents cercles de personnes, l'un à côté de l'autre. Pour moi, cette photo est très significative de la façon de s'organiser. Donc, quand nous les regardons, vous devez imaginer que ceci est un agglomérat produit localement, représenté sur cette photo. Donc, ces personnes font partie d'une cinquantaine de différentes entreprises qui font un réseau de production. C'est un arrangement productif local, appel. Pour expliquer un peu la manière d'organisation de Secos et Sol, je vais vous montrer cette diapositive associée à une recherche que j'ai faite en Afrique avec des jeunes entrepreneurs à Nairobi et Dar es Salaam. En vérité, je travaillais un peu avec eux. L'idée des chaînes de production. Et lors de cette recherche, nous avons étendu la recherche des chaînes productives locales vers des réseaux productifs locaux. Donc, ce graphique explique un peu ce que je voudrais vous expliquer. L'idée, c'est sortir un peu de l'idée typique de chaîne linéaire pour ajouter de la valeur vers un réseau où il y a beaucoup de chemins, beaucoup de façons d'ajouter de la valeur. Lorsque j'étais en Afrique
et travailler avec les entreprises de jeunes, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un grand potentiel avec 30 entreprises différentes et nous avons construit ceci qui est une carte du mode comment les entreprises pourraient devenir de fournisseurs de crédit les uns des autres dans un réseau qui a de multiples chemins. Et ce qui est intéressant et ce qui est quand j'étais à Secos-Desola, quand je suis revenu à Secos-Desola, j'ai vu qu'il faisait exactement ça. Donc cela montre la manière d'organisation que Secos-Desola avait mise en pratique. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce cas est à quoi ressemblait et comment ils représentaient leur organisation. Ils ont écrit un livre. Ça, c'est la couverture vers un cerveau collectif. Ce qu'ils se demandaient, ils pensaient à la manière de s'organiser comme un cerveau collectif et basé surtout sur l'idée des réunions. Et si nous revenons et ça, nous voyons ces réunions. C'est ici qu'a lieu la gestion des activités. Et la manière comme ils les décrivent est très associée aux rencontres ouvertes sans une coordination préfaite ou personnalisée. Et je crois que cette phrase est très intéressante. En général, on ne se voit pas dans le groupe un sentiment d'urgence pour arriver à une conclusion. Et pour quelqu'un qui regarde du dehors, il est difficile de déterminer quand une décision a été prise, puisqu'il n'y a pas de votation. Et en plus, il n'y a pas besoin de l'expression de tous les membres. Donc, on peut voir que leur organisation est très liée aux conversations libres. Et la manière comment ils pensent ces conversations on pourrait dire qu'elles ont la forme d'un cercle où les émotions, l'organisation et les réunions se rétroalimentent mutuellement en transformant un seul cours. Donc pour eux, le processus de conversation, lors du processus de conversation, les personnes changent la manière dont ils s'organisent, la manière dont ils pensent, donnant lieu à ce type de situation. À des réunions superposées. À la fin du livre, il se demande, est-ce que nous verrons le jour où nous serons si interconnectés que ces espaces, comme ceux que l'on a vus, nous n'en aurons plus besoin. Ils se demandent s'il y aura un moment où l'interconnexion sera tellement importante qu'ils n'auront plus besoin d'instances d'organisation. C'est une question très intéressante qu'il se pose. Est-ce que nous seront devenus une espèce de cerveau collectif? Depuis une perspective de réseau, je vais montrer rapidement quelques graphiques de réseau. Ici, nous voyons une situation des groupes, des réunions. Les points sont des personnes et les lignes sont des conversations. Ici, nous pouvons voir une situation avec très peu de conversations. Ici, une autre avec plus de conversations au sein des groupes. Ici, on voit des conversations entre les personnes de différents groupes.
Qu'est-ce qui génère ceci enfin? Un type de superposition des cercles. Donc, du point de vue des réseaux, nous pouvons dire que quand les réunions se superposent, quand les personnes qui sont dans une instance commencent à faire partie d'une autre instance et elles s'interconnectent. Et depuis l'aspect de l'organisation, au deuxième point, nous avons une situation plus liée à une organisation émergente et distribuée. Dans la première situation, où l'effort d'organisation est plus grand. Pourquoi? Parce que dans la deuxième situation, il y a beaucoup moins de barrières de synchronisation et de transactions. Ce qui est important, c'est que nous ne parlons pas de circulation des informations, mais du mode comment les personnes changent, s'adaptent et coordonnent leurs actions collectives. Ceci est un peu lié avec l'idée de Maturana d'accouplement structural. Et plus tard, j'ai compris que Maturana était l'un des consultants de ces causes-là quand le processus venait de commencer. Donc, cela s'explique un peu. Et c'est pour cela qu'ils sont vus comme un organisme d'intégration émergent. Donc, c'est un point émergent. Ce n'est pas de la circulation de l'information, mais de l'adaptation. Là, nous revenons à la question de l'interconnexion. Ce qui est le plus important ici pour finir, c'est que il parle d'une stratégie de communication comme le mode de l'organisation. Une stratégie communicative qui dérive de l'organisation collective avec une autre capacité d'adaptation et possiblement des motivations. Mais dans leur perspective, cela dépend également des limites de la communication. Ça, c'est le point que nous allons connecter avec la numérisation. La question d'origine, c'est la solution. La solution était la numérisation des petites et moyennes et grandes entreprises et de l'économie locale du territoire. Et quand nous parlons de numérisation ici, nous devons faire une distinction parce qu'il est habituel de penser la numérisation comme l'utilisation d'outils pour l'intermédiation des transactions économiques, vente ou intermédiation des services. Mais d'habitude, on ne pense pas trop à la numérisation en termes d'établissement des limites de la communication dans des réseaux de production, qui est le point fort de ces causes-là. Donc, je veux dire que pour l'économie locale, l'élargissement des limites des communications dans les réseaux productifs peut avoir un impact très significatif. La numérisation dans ce sens. Et ces diapositives présentent quelques points base de quelques stratégies, orientation, félicitation, motivation non obligatoire et modulation du métabolisme communicationnel. L'idée est conserver des hautes fréquences interactives dans un réseau de production. Tout cela depuis la perspective du développement des réseaux productifs locaux innovateurs. Et là, nous pouvons combiner la présence et la virtualité de la meilleure manière possible pour élargir les capacités de communication et l'organisation collective émergente à travers l'exploration d'outils, des médias sociaux, les processus synchroniques et les nouveaux types d'interfaces. D'une manière très rapide. Nous voyons quelques points que nous pouvons prendre en considération. Et pour finir, je voudrais vous montrer le travail que fait l'OIT sur l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a environ 10 ans, nous avons créé à l'OIT le cerveau de l'économie sociale et solidaire, un peu inspiré dans ce cas que je viens de présenter, qui est pour l'encouragement
l'engagement des organisations qui soutiennent l'économie sociale et solidaire. Et en principe, nous utilisons cette stratégie qui a bien marché, qui n'est pas pour le développement économique, mais pour l'intégration des corporations du monde qui soutiennent l'économie sociale et solidaire. Et nous avons utilisé la même philosophie dans Coopération Sûre. Nous avons créé le point de rencontre avec une même perspective. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez visiter le site web. Mais pour finir, je crois que j'ai dépassé mon temps. Mais je serai ici et si quelqu'un a des questions, on pourra les approfondir. Merci beaucoup. Merci Fernando. Maintenant, c'est le moment des ISIACA. Je m'excuse que je ne parle pas français, mais je peux dire comment está en français. Donc nous voulons entendre la réalité. ISIACA dirige en ce moment une organisation vers la coopération et relations à l'aide des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest, dans son pays Burkina Faso. Donc, si tu peux nous donner ta perspective de comment vous voyez la technologie et le rôle qu'elle joue en Afrique orientale. Oui, qui peut être une opportunité ou une menace. Le Conseil régional fait partie donc des 13 régions qui se trouvent au Burkina et nous avons en charge la coordination et la planification du développement local. Donc, à ce titre, ça veut dire que la politique de développement est arrimée à la politique nationale. Donc, c'est pour cette raison que vous allez voir que, en ce qui concerne justement la problématique de la transformation numérique, nous sommes obligés de nous aligner un peu sur la politique nationale et qui décline tout le reste. Autrement, ça va, on m'entend là? Oui. Alors, je vais continuer en espérant quand même qu'on m'entend. Et sinon, au niveau du Burkina Faso, il y a effectivement une réelle volonté en ce qui concerne donc la transformation numérique de notre société. Et cela s'est manifesté donc par la mise en place d'un certain nombre d'instruments à travers lesquels donc l'État a mis en place par exemple un guichet unique qui permet à l'administration publique d'offrir des services à ses usagers. Et ainsi, par exemple, si nous prenons le domaine du commerce, vous avez un portail qui est ouvert en ligne 24 heures sur 24 qui permet aux entreprises donc du Burkina d'avoir donc une visibilité à la fois interne et internationale. Et dans la même perspective, si quelqu'un, par exemple, décide de venir ouvrir une entreprise au Burkina, il y a un portail Internet qui est dédié pour ça. C'est un site web que vous voyez. Donc, c'est le portail d'entrée au Burkina qui permet de faire donc des transactions, de transmettre des informations aux opérateurs économiques et aux investisseurs. Donc, cela permet en tout cas de faciliter beaucoup les procédures qui vont conduire donc à la création de l'entreprise. Et dans le même ordre d'idée, vous avez aujourd'hui, au niveau donc de l'état civil, des actions qui sont engagées pour numériser l'ensemble des actions qui conduisent donc à la déclaration des naissances. Et aujourd'hui, ça nous évite beaucoup les déperditions qui étaient liées donc à la forme papier donc, que nous étions en train de gérer depuis un certain temps. Dans le même ordre d'idée, l'État a mis l'accent aussi sur l'organisation des concours au niveau de la fonction publique. Aujourd'hui, tous les candidats sont autorisés à s'inscrire en ligne et cela se fait à travers les téléphones mobiles, à travers l'ordinateur et donc vous pouvez vous inscrire et même on est en train de passer donc à la phase de la composition en ligne. Donc les candidats aujourd'hui peuvent composer en ligne et ils auront aussi les résultats
et par voie de conséquence. C'est la même chose que nous voyons aussi avec les demandes d'emploi. Ça veut dire que les gens qui cherchent à travailler sont autorisés effectivement à déposer des demandes donc, sur des plateformes numériques dédiées à cet effet. Et pour que tout cela puisse se faire, l'État a déployé de gros moyens. Et c'est pour ça, par exemple, que, comme je vous ai dit, que nous sommes arrimés sur la politique nationale, la région des Hauts-Bassins a bénéficié de ces dispositifs-là, et c'est le point d'atterrissement virtuel, comme vous le voyez. Donc, il y a une grande bande passante donc, qui arrive au niveau de la région des Hauts-Bassins, qui renforce le dispositif qui se trouve donc à Ouagadougou. Et il y a donc un point d'échange Internet qui est créé, et tous les opérateurs mobiles, par exemple, peuvent acheter des data. Ça devient comme une sorte de data center, et ils peuvent le partager donc, au niveau donc, du pays ou au niveau de la région à des coûts vraiment assez amoindris. Et dans le même sens, au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous avons un centre de calcul qui est mis à la disposition donc, de l'université Naziboni. Nous avons une université qui se retrouve donc dans la région des Hauts-Bassins, qui profite donc de cette transformation numérique de la société. Et aujourd'hui, cela soulage beaucoup donc, les étudiants dans le cadre donc, de leurs travaux. Et dans le même sens, l'ensemble de l'administration locale est connecté à un système qu'ils appellent donc le résilient. Il y a un cloud aussi qui existe donc au niveau national, à travers lequel donc les bases de données sont partagées au niveau donc des différentes administrations. Et cela permet aussi donc de faciliter les solutions digitales pour les incubateurs d'entreprises. Et au niveau donc du Conseil régional des Hauts-Bassins, pour ne parler que de cela spécifiquement, il faut savoir que l'équipe qui est en place, qui est dirigée par le président Koussoubé, a montré sa volonté vraiment de travailler dans le sens d'une véritable transformation donc, numérique au niveau donc, de la région. Et c'est pour cela quand l'équipe a été approchée par le ministère pour déployer son dispositif technique, tout de suite, donc, on a offert un site pour pouvoir héberger les instruments. C'est ce que vous voyez en photo en haut à droite. Donc, on a un système de BSAT qui nous génère une longue bande passante. Et avec ça aussi, on a un dispositif de fibre optique qui est installé au niveau donc, du conseil régional. Et à partir donc, de cette installation, nous desservons pratiquement toute la région donc, des Hauts-Bassins à travers l'administration publique. Donc, ça permet aujourd'hui de faciliter le travail à tous les niveaux. Et il y a aussi un élément que je voulais ajouter qui est lié à cette transformation numérique. Et je vous ai parlé tantôt donc, de cette bande passante qui a été améliorée. Et cela a permis à certaines sociétés comme la nationale de l'eau, la nationale de l'électricité, de créer des plateformes pour pouvoir faciliter les paiements des factures. Et aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent payer leurs factures sans se déplacer physiquement sur les guichets qui sont parfois assez encombrés parce qu'il y a plein de gens qui viennent pour faire les mêmes opérations. Et pour cela, ça soulage beaucoup donc personnes. Et on a vu aussi un autre impact économique de cette transformation digitale de notre société qui est la prolifération de ce que nous on appelle ici des kiosques de Move Money, Orange Money, qui sont des kiosques où les gens vont faire des échanges, c'est de la monétique. Ils vont pour déposer de l'argent qu'ils peuvent transférer à leurs parents qui sont au village ou bien dans d'autres situations donc, où ils sont dans des attentes donc, de rentrée financière. Donc, c'est vraiment la façon dont les choses se déploient ici au niveau donc, du Burkina Faso et précisément au niveau de la poursuite, en espérant que les autorités vont à la faveur donc, de la relecture de notre décentralisation qui est en
cours vont nous renforcer dans cette dynamique de la transformation. Ce que je pouvais dire en ce qui concerne donc la question donc de la transformation numérique au niveau de la région des Hauts-Bassins, et je reste à votre disposition donc pour les questions. J'espère qu'on m'a bien entendu, étant donné qu'au début on m'a dit qu'il y avait des coupures donc sur le son. Je vous remercie beaucoup. Perfecto, Isaka. Merci, Isaka. Bueno, miren, ha sido claro la exposición de todos. Ça a été très clair, les expositions ont été claires. Je vais laisser 2 ou 3 sujets. On a 25 minutes, pas plus que ça. Alors, je vais essayer d'avoir 1 ou 2 sujets pour que chacun puisse avoir son opinion depuis là où il est, s'il a les outils pour répondre. Le premier sujet c'est ceux qui sont dans les entreprises, ceux qui travaillent près des PME, ceux qui travaillent dans l'État, par exemple comme Isaka. Comment doit interagir? Quel est le rôle de l'État dans cette transformation? Se rapprocher des sociétés, se rapprocher du système éducatif, encourager, régler les grandes sociétés, encourager les PME. Et il y a des choses qui n'ont pas été dites, et ça vient du monde où je viens, c'est le monde entrepreneur. On ne parle ni des grandes sociétés, ni des PME. On parle des émergents, celui qui naît et qui voit les PME comme un possible cohabitant et l'entreprise comme quelqu'un d'autre. Alors, il ne faut jamais oublier du monde entrepreneur que ce sont eux qui peuvent peut-être aider l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, de le mettre devant. Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur ce point. Comment fonctionne l'État provincial, municipal, dans cette transformation numérique? Si tu veux, moi, je peux te donner mon opinion. À mon avis, l'État est un permetteur de tout ceci. L'État doit être conscient d'un diagnostic des difficultés et il doit essayer d'aider à atteindre les conditions qui permettent aux personnes de se développer et que ces entrepreneurs dont tu parles ou les entreprises puissent avoir accès aux services et en même temps pouvoir se former. Donc, il y a un rôle d'infrastructure d'un côté, un autre rôle d'éducation et, comme toujours, un rôle de contrôleur pour éviter des abus ou des excès de la part des grandes corporations au détriment des personnes qui n'ont pas ce type de représentation. Merci, Dani. Fernando, Marco, est-ce que tu es là? Fernando? Depuis ma perspective, je crois que l'État peut faire 2 choses dans 2 différents niveaux. National, local, qui est réglé et encouragé. La partie de la formulation est très compliquée, dépend des perspectives de l'endroit, mais je voudrais parler de la partie de l'encouragement. Je crois qu'on peut beaucoup faire pour encourager, que l'État peut faire beaucoup faire pour encourager les économies locales. Et le point est que quand on nous parle de numérisation d'un monde interconnecté, je crois qu'il faut penser à l'économie locale, aux petites entreprises, les micro et petites entreprises, non pas comme des organisations différentes en concurrence entre elles, mais les penser comme un organisme productif. Et surtout, penser comment créer des situations pour ajouter de la valeur qui soit coopérative entre ces acteurs économiques. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est de penser l'économie locale comme un réseau, comme un organisme, comme un écosystème local. Et cela change la perspective des politiques publiques.
Et cela dépend beaucoup de l'endroit, mais on peut faire des rencontres pour la co-création, pour fournir de possibles innovations en chaîne. La formation peut être accordée dans ce sens également, même la formation sur l'utilisation des technologies. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le changement de la perspective de l'économie locale comme un réseau d'acteurs économiques. Merci, Fernando. Je ne vois pas Marco connecté. Je ne vois pas. C'est vrai bien d'avoir la vision des PME. Creo que si no está ahora es porque debe estar ingresando. Isiaka, je ne te vois pas. Tu es là? Isiaka, la question. Oui, je voulais dire un mot pour dire que le rôle de l'État est crucial dans cette transformation. Et d'ailleurs, nous, on l'a compris au niveau du Conseil régional et c'est pour ça que nous accompagnons toutes les dynamiques qui visent justement au renforcement donc, des compétences et sur les nouvelles technologies donc, de l'information et de la communication. Et pour cela, toutes les structures qui accompagnent le conseil, qui viennent vers le Conseil régional, on l'a fait avec le ministère, par exemple, qui voulait renforcer les capacités donc, de certaines personnes sur cette appropriation de la question numérique. Et le Conseil régional a pris sur lui donc, de financer cette activité de renforcement de capacités. Donc, ça veut dire que c'est essentiel. Si les collectivités territoriales ne s'appuient pas sur cette dynamique-là, je pense que la dividende qui est liée au numérique, elles ne pourront pas profiter de cette dividende dans la mesure où, comme vous le savez, avec la décentralisation, il y a progressivement donc des transferts de compétences qui sont effectués en direction des collectivités territoriales locales. Donc, c'est très important pour nous et c'est pour ça que je vous ai dit que nous avons donné de l'espace au ministère pour installer ces installations. Et aujourd'hui, c'est pour accompagner justement cette dynamique-là que nous sommes dans cette position. Marco. Alors, très bien, merci Saka. Et Marco, dans ce rôle de l'État, depuis la perspective des PME, quelle est la vision d'Amérique latine, de l'Europe ou d'autres régions? Qu'est-ce que vous considérez que l'État, quel est le rôle, avec quel niveau doit faire travailler ce procès, ne pas avoir peur, les régler, mettre des limites? Comment est-ce que tu vois depuis ta formation et ta perspective d'étudier le secteur PME? Marco, est-ce que tu es là? Je crois qu'il était là tout à l'heure. Marco, ¿me escuchas? Bueno, avanzo hasta que Marco entre nuevamente. Avanzo con otra pregunta para todos. Pour l'instant, je vais passer une autre question pour le reste des orateurs. Le système éducatif. Comment les politiques d'État ou le système éducatif, que dans certains pays est autonome, il jouit d'une certaine indépendance, doit-il se préparer pour ce processus de transformation numérique? Quelle est votre opinion là-dessus? Dani, tu es professeur. Je crois que, à mon avis, la transformation est déjà là. Et je crois que l'État, dans son rôle central d'organisateur de l'éducation, dans tous les niveaux, et surtout le niveau initial, est clé. Que nous formions les personnes à l'aide des outils nécessaires pour leur incorporation au travail. Aujourd'hui, tous ou presque tous les travaux sont traversés par la technologie
Et si on n'est pas préparé pour ça, cela implique un degré d'analphabétisme que je crois que l'État ne devrait pas permettre parce que cela ne... C'est-à-dire qu'il doit utiliser sa capacité d'administration pour s'assurer que tous les citoyens soient formés et capables d'utiliser tous les outils. Je crois que Marco le disait tout à l'heure, le rôle a un rôle fondamental. L'État a un rôle fondamental. Marco, est-ce que tu m'entends? Excusez-moi, j'ai une panne d'électricité, donc j'ai perdu la première présentation. Je ne sais pas si tu as posé des questions. Je la répète et ensuite je donne la parole au reste. L'État et son action par rapport à la transformation numérique. Il y a certains avec des attitudes plus conviviales, d'autres avec des attitudes qui veulent freiner l'élan. Quel rôle considères-tu que l'État doit avoir du point de vue de ton étude des petites et moyennes entreprises et du territoire? À mon avis, ils ont un rôle fondamental dans plusieurs aspects. Je crois que la technologie numérique provoque, s'il n'y a pas d'intervention, c'est une augmentation des brèches existantes entre les acteurs et les territoires plus défavorisés. Donc, la zone urbaine, très bien connectée, avec une concentration du capital financier, mais aussi des professionnels hautement qualifiés peuvent tirer avantage de ces technologies de manière plus profonde et accélérer leur dynamisme. Et l'autre, c'est reculer, rester à l'arrière. Face à cette situation, le rôle a un rôle fondamental de créer des plans, des projets, des programmes de développement pour soutenir les zones les moins favorisées. Ceci est lié à beaucoup de choses, notamment la formation, qui est un élément clé, mais je crois que quelqu'un l'a dit dans l'une des présentations, je crois que Fernando, l'un des éléments fondamentaux, c'est l'interconnexion, la construction des réseaux, la capacité de dialogue entre les acteurs. Ça, au-delà et avant les technologies numériques. Je pense que les technologies numériques facilitent et accélèrent, mais la construction du dialogue, de la capacité d'interaction est préalable à ceci. Et c'est sur ceci qu'on peut installer d'autres réseaux de dialogue, d'interaction est essentiel. Cela est essentiel pour les agents et les territoires les moins favorisés pour rétrécir ces brèches dont nous parlions tout à l'heure. Je ne t'entends. C'est moi qui ai le problème ou c'est toi? Non, c'est moi. Merci Marco. Fernando, pour continuer avec la question que j'ai posée tout à l'heure au reste par rapport à l'éducation, je la pose à Marco. Comment vois-tu le rôle des acteurs qui gèrent les systèmes éducatifs par rapport à la transformation numérique? Mon impression est que le système éducatif, et c'est là partout dans le monde, est basé sur former les personnes pour être salariés des grandes entreprises. Si on voit comment les choses sont organisées, c'est comme si c'est l'aspiration des gens. Je pense qu'il y a une brèche c'est important. On peut adapter les systèmes d'éducation et depuis différentes perspectives et différentes options économiques qui sont liées à différentes manières d'entreprendre. Donc,
Je pense qu'il est possible de construire des systèmes d'éducation et de formation pour que les gens aient une perspective plus active économique, où il y ait des options. Mais il est important d'élargir la vision dans ce sens. De manière simplifiée, je dirais que c'est les points importants à incorporer. Ici, vous qui avez des possibilités d'être dans l'État et savoir quelle est la pensée de l'État, quelle est la pensée du gouvernement dans ce cas ponctuel de la transformation numérique. Comment est-ce que vous voyez la perception d'un État de l'Occident d'Afrique par rapport à la technologie? Est-ce qu'ils savent que c'est une opportunité ou c'est surtout une menace pour vous? Parce que cette conception est très importante car je considère, par exemple, l'Afrique est un grand exemple de la vitesse avec laquelle il a développé la banque téléphonique, la banque des compagnies de télécommunications, que le reste n'a pas évolutionné à la même vitesse. Il a sauté de la banque numérique à la banque de la téléphonie. Dans quelques pays d'Afrique, on peut envoyer de l'argent d'un portable à un autre. Et en Amérique latine et même aux États-Unis, cela vient de commencer. Et tandis qu'en Afrique, l'Afrique a trouvé cette solution et des entrepreneurs locaux ont compris qu'il y avait là une opportunité. Et il y a beaucoup de transactions de commerce à travers de cela. Alors, c'est un exemple comment l'Afrique a eu un avantage par rapport à ça. Et c'est lié avec l'esprit entrepreneur et la technologie. Oui, il faut savoir que ça, c'est d'abord les opérateurs privés qui se sont lancés dans cette opération et l'État a compris que c'était une bonne opportunité parce que ça fait aussi des entrées de taxes et tout, de ressources pour l'État. Et je crois que cette transformation effectivement de la société liée au numérique, l'État ne veut pas rester en reste et c'est pour ça qu'il essaie de prendre les devants dans certaines circonstances. Et pour ne citer que le cas du Conseil régional, qui est un démembrement de l'État au niveau donc des collectivités, et nous essayons de faire en sorte effectivement que cette transformation-là soit appuyée. On a parlé ici du rôle des éducateurs. On essaie de rentrer dans le monde de l'éducation pour apporter notre appui en termes de moyens donc, de formation. C'est pour ça, par exemple, que nous avons décidé de la construction d'une salle informatique, par exemple, au niveau du conseil régional, qui sera équipée, puisque la pandémie nous a fait comprendre que c'était un besoin nécessaire. Les jeunes avaient des difficultés pour pouvoir communiquer avec leurs homologues qui étaient en Tunis, qui étaient donc en France, et après, c'est ressorti donc dans leur doléance. Et nous, comme on avait effectivement quelques moyens au niveau du conseil régional qu'on leur mettait donc à disposition, on a décidé totalement de leur dédier une salle avec des moyens conséquents et qui pourront leur permettre effectivement de ne pas rater cette dynamique donc de la transformation de la société. Sinon, il y a aussi c'est notre appui qui va à l'endroit donc du système éducatif local même en termes d'appui donc micro-ordinateurs et le financement aussi des ateliers. Oui, je disais que nous avons au niveau du Conseil régional des Hauts-Bassins oui, c'est ce que je suis en train de vouloir reprendre. Voilà, je disais qu'au niveau du Conseil régional, nous avons décidé d'accompagner la dynamique de la transformation par la construction, par exemple, d'une salle informatique équipée qui sera oh, c'est dommage.
Les communications nous jouent un mauvais tour. Alors, le dernier sujet est lorsque Isiaka Eder sera de retour, on redemande. C'est dans le monde des entreprises, c'est un peu compliqué. Comment ces groupes qui ont été révolutionnaires et qui attaquaient les grandes corporations comme Google, Amazon, Apple, qui finissent par attaquer un système traditionnel parce que c'était des monopoles, oligopoles qui concentraient les pouvoirs, comment ils finissent par devenir des joueurs clés et difficiles à concurrencer, mais qui ne sont pas nés avec un esprit d'oligopole ou de monopole. Et ils finissent par être des grandes structures. Et alors, comment arriver à un équilibre pour les grandes corporations, les nouvelles grandes corporations, les PME, les entrepreneurs? Il y a un débat d'acteurs qui ont une expérience ou une pratique pour raconter comment est la vision, comment cela devrait être. Attaquer peut-être la possibilité des grandes entreprises freine l'esprit entrepreneur. S'il n'y a pas une conversation avec eux, ils finissent par contrôler et avoir plus de contrôle que les propres États. C'est la dernière question du débat, l'opinion de chacun, et on ferme cette dissertation. Je crois que ta question est complexe parce que les grandes corporations sont en concurrence et si ils atteignent une position de pouvoir, ils obtiennent des avantages à l'échelle contre lesquels il est difficile de lutter. Et là, cela produit un déséquilibre de l'écosystème. Et c'est dans ces cas, le rôle de l'État, je crois qu'il doit ordonner et assurer que les conditions soient là pour que la concurrence soit aussi égalitaire que possible. Mais je crois qu'il s'agit d'un problème du modèle. C'est le modèle qui a ses défauts. Il faut s'assurer, il faut éviter l'établissement des monopoles au point qu'ils atteignent une position de pouvoir qui empêche les autres de participer. Et donc, cela constitue une pire solution pour les utilisateurs. Donc, si nous pouvons nous centrer sur les personnes pour lesquelles nous travaillons et non pas à l'inverse, si nous pouvons nous assurer que l'objectif est résoudre les problèmes de nos utilisateurs et des personnes, je trouve que ça, c'est le chemin. Mais de toute façon, il existe une complexité lorsque l'un des joueurs atteint une position de pouvoir qui le met dans d'autres conditions de concurrence différentes, supérieures, ou qui limite les autres. En général, dans les économies de réseau, il y a un seul vainqueur, mais il le fait à travers un bon service. Et cette position dominante, il peut la perdre si un autre peut fournir un meilleur service. Donc, la question, c'est d'éviter que cela devienne structurel. Merci, Dani. Marco. Merci. C'est un sujet clé. Je l'ai marqué comme un dernier point de mon intervention. Je ne pense pas dans le compte, je ne crois pas le compte que le marché est la libre concurrence. Je pense que le marché est une intention sociale, une construction sociale. Et les entreprises tendent toutes à la monopolisation. C'est la vérité depuis mon point de vue et c'est normal que cela soit ainsi. Les entreprises veulent avoir une position dominante et l'État a créé des règles depuis plus d'un siècle
pour éviter que quand une entreprise dans son dynamique devient plus grande, freine la croissance d'une autre. Face au modèle auquel on expérimente, lequel on est en train de connaître, c'est une économie de données. Le plus nouveau, ce n'est pas le numérique en soi, ce n'est pas qu'à travers les canaux numériques, nous construisons nos modèles compétitifs. Je le dis pour l'entreprise, mais ça fonctionne aussi pour le service public sur la base du contrôle des données. Quand l'économie est basée sur des données, les vieils modèles de contrôle de la concurrence, le vieil outil inventé par l'État pour contrôler, pour éliminer ou minimiser le risque des positions dominantes ne fonctionne pas. Il faut inventer de nouveaux outils. Et ces nouveaux outils sont liés avec le contrôle des données. Comment on gère ces données? Ça doit avec la privacité et la sécurité, le contrôle. Il faut garantir que nous, en tant que citoyens, on sache quelles sont les données, lesquelles de ces données sont enregistrées, comment ces données sont enregistrées, c'est qui les contrôle. Il y a une construction sociale de marché des données, donner une valeur aux données. C'est une manière de contrôler cela. Et cela, à travers ces nouveaux mécanismes, ça puisse se contrôler. Merci, Lou. Fernando, ton opinion, après Isiaka, et on finit. Je suis très d'accord avec Marco. Je crois que sur ce point, il est nécessaire. Je suis en sourdine? Non, ça va. Parfait. Donc, je crois que oui, c'est une situation qui doit être régulée. Moi, je peux dire que une chose à laquelle nous ne pensons pas trop, c'est que ce que les grandes entreprises de technologie font, ce sont des choses très spécifiques, liées à des types de degrés très différents, qui est une réalité très différente à celle de la petite économie. Donc, la manière d'utiliser la technologie pour les petites et les moyennes entreprises n'a rien à voir avec la manière utilisée par les grandes entreprises. Donc, dans ce sens, je crois qu'il faut réguler et il faut penser un peu surtout à l'aspect de la communication. Il faut penser les technologies un peu comme des choses en commun. Ils doivent être vus depuis la perspective du comment, comme un bien, un commun. On pensait à Google ou Facebook comme des outils qui ont une perspective de public et qui devraient être lus autrement. Mais ce qui est très important, c'est que la manière comme la technologie est utilisée par les petites et moyennes entreprises est différente et il faut penser à comment il faut voir comment cette manière d'utiliser la technologie qui a un sens pour le développement économique. Merci Fernando. Isiaka. Oui, je pense que, comme l'a dit les autres là, et l'ont dit pardon les autres, je pense effectivement que l'État doit essayer d'être proactif. Surtout quand on voit un peu ce qui s'est passé avec les GAFA, comme on les appelle. Bon, il faut qu'on prenne quand même un peu de distance parfois avec ces grands monopoles et ces oligopoles. Mais pour le cas spécifique de l'Afrique, du Burkina Faso, dont je suis originaire, je pense que parfois nous sommes un peu surpris par tout ça parce que les gens viennent avec leur technologie et ils viennent, si vous n'y prenez pas garde,
le temps que vous essayez de mettre en place donc, les garde-fous, ils ont déjà installé des choses qui vous échappent. Mais je crois que pour le moment, l'État essaie, tant faire que se peut, de placer des instruments juridiques pour pouvoir encadrer toutes ces actions. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile du moment où, parfois, lorsque l'action est déployée, bon, vous constatez la situation avant de pouvoir mettre en place tous ces dispositifs donc, qui encadrent les activités. C'est ce qui s'est passé dans notre pays avec la téléphonie mobile, avec, par exemple, les transferts d'argent. Ce sont des choses qui n'étaient pas régulées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il y avait des difficultés, des gens qui recevaient indûment l'argent qui ne leur était pas dû. Et pour le moment, on essaie de réorganiser tout ça avec un encadrement et en rappelant aussi alors un peu ces opérateurs de téléphonie mobile qui travaillent de fait comme des monopoles ou des oligopoles parce qu'on voit qu'ils ont des prix qui sont un peu comme des prix travaillés à l'interne avant de les proposer donc au grand public. Donc, ce qui fait que l'État, quelque part, doit travailler un peu pour protéger la population contre toutes ces choses-là. Donc, je crois. Merci, Isiaka. On s'excuse, on parlait des technologies et c'est la technologie qui ne fonctionne pas. Mais bon, pour contribuer à toutes ces expériences, je vais donner la parole à Elias qui me demande, c'est 1 minute parce qu'il faut. Est-ce que vous pouvez habiliter Elias et on fait la conclusion? On ne t'entend pas, Elias. Vous m'entendez? Bonjour, c'est un plaisir de vous dire bonjour depuis El Salvador à tous les participants de ce forum si intéressant. Je voulais dire que je suis dans le ministère Sciences et Technologies d'El Salvador. J'avais plusieurs questions pour discuter, mais je n'ai qu'une minute, donc... Mais je voudrais dire à Luciano et Gandalf, et je voudrais demander quelles compétences ils vont commencer à développer depuis notre système éducatif pour profiter des technologies. J'ai aimé la perspective de Marco. J'espère qu'il va partager les modes des technologies parce que nous voulons utiliser beaucoup de termes très top concernant la technologie, mais la technologie elle-même, nous la voyons très, très loin. Mais je sais qu'en Argentine, vous êtes parvenu à utiliser des technologies très importantes. Comment construisons-nous une échelle chez l'enfant qui, depuis son enfance, commence à développer les compétences et devenir des utilisateurs doués des technologies? Dans mon pays, maintenant, on encourage au moins on donne un ordinateur à tous les enfants. Mais nous développons ce modèle et je vous demande, parce que vous êtes du côté de l'entreprise, et comme spécialiste en innovation, c'est toujours l'entreprise qui trouve les marchés. Comme si c'était une sélection naturelle. La concurrence dit si c'est bon, ça va aller. Sinon, ton concurrent va te faire sortir du marché. Ce serait la vision de Darwin menée à la pratique. Comment commençons-nous à créer ces compétences chez les enfants afin qu'ils puissent douer et devenir des adultes fonctionnels? Donc, parce que ce qui caractérise les technologies, c'est que tout peut devenir obsolète rapidement. Nous avons vu pendant la pandémie, ceux qui n'avaient pas d'Internet ne pouvaient pas acheter, ne pouvaient pas avoir accès à certains services. Donc, comment pouvons-nous encourager les enfants pour le faire utiliser les technologies? Merci, Elias. Tout d'abord, je remercie Fernando, Isiaka, Marco. Chacune de vos perspectives nous a donné un aperçu très intéressant pour nous qui venons avec Daniel du monde entrepreneur et
nous avons su, l'Argentine a toujours eu une caractéristique que le dialogue est très difficile pour nous les Argentins. Et je crois que les pays les plus évolués, comme disait Marco, les pays industrialisés, je crois que dans le futur, l'axe ne sera pas conformé par les pays industrialisés, mais par celui qui sont capables d'établir des dialogues, ceux qui sont capables de rassembler le gouvernement, l'État, les entreprises, les syndicats, les citoyens, la communauté en général, pour comprendre que ça, c'est une opportunité et non pas une menace. Donc, nous pouvons voir le verre demi-vide ou demi-plein. Et pour nous, les entrepreneurs, nous, d'habitude, on le voit à demi-vide. Donc, nous pouvons considérer que l'Argentine est un pays d'entrepreneurs parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration qui sont venus depuis l'Espagne, l'Italie, l'Europe de l'Est, pour faire une patrie. Et même le Brésil, comme le Brésil, une de nos particularités, c'est qu'une inquiétude principale est que nous ne fonctionnons pas. Nous avons beaucoup de Messi, mais nous n'avons pas trop de Barça. Et je crois que le futur se trouve là, non pas dans le talent individuel, mais dans le talent collectif. Ce que Marco et Fernando parlaient de construire avec tous ces acteurs, l'économie des données. Daniel disait qu'ils ont pu surmonter les problèmes. Ils fonctionnent comme une organisation synchronisée, organisée. Et la pandémie n'a fait qu'accélérer quelque chose qu'ils avaient déjà planifié. Donc, le futur de l'avenir est celui des pays qui ont un dialogue. Les changements sont très rapides. Nous avons du mal à nous y adapter. Et ces changements ne seront profités que par ces pays qui sont capables de tenir des conversations. Ce n'est pas le cas de l'Argentine. Nous sommes dans une évolution dans ce sens. Il faut que la classe des personnes chargées génère des dialogues parce que les cycles sont très rapides. En Argentine, nous discutons si nous allons installer des antennes et dans le monde fonctionne avec 5G à des vitesses énormes. Et quand la technologie génère des conversations dans ce pays, elle est très inclusive. Mais il faut générer des éléments. La technologie peut permettre à un enfant, avec son portable, à 5-6 ans, croit en évolution intellectuelle de la même façon qu'un enfant dans un quartier de personnes riches. Et cela va nous aider à fermer les brèches. Et ce qu'il faut résoudre, ce sont les brèches. Mais c'est seulement à l'aide de la technologie qu'on va le faire. Et ça, c'est ma vision. Mais il y a 3 intelligents qui profitent de la technologie pour créer 3 oligopoles, ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est la technologie, c'est la conversation, c'est le réseau. J'ai beaucoup aimé ce que Fernando a dit parce que la base de toutes les activités collaboratives qu'il y a, Amazon, Mercado Libre, tous les outils existent parce qu'il existait un besoin de réseau auparavant. Nous sommes dans une ère de réseau. Nous avons 200 amis, 500 amis. Et les réseaux, ce qu'ils ont fait, et nous fournir ces outils. Mais ce qu'il se passe, c'est que l'État doit contrôler que n'importe qui utilise mes données pour faire n'importe quoi. Et les entrepreneurs, nous avons besoin de l'État plus que jamais. Le monde a besoin de développeurs de logiciels dans le monde. Il n'y en a pas tellement. Les entreprises croissent à une vitesse et le monde ne peut pas fournir des personnes destinées à ce type de poste de travail. Et nous devons parler avec les États, les provinces, les universités parce qu'ils sont notre demande. Et nous devons générer les meilleurs emplois de la société comme les compagnies d'automoteurs le faisaient il y a 200 ans. Donc ça, c'est la conversation que nous devons tenir.
que finalement, il y a les entrepreneurs, les grandes entreprises, l'État provincial, municipal et national doivent interagir dans des grands accords pour planifier que la technologie devienne un outil pour démarrer et rétrécir les brèches et non pas pour générer des distorsions économiques. Je vous invite tous et toutes à travailler ensemble afin que la technologie devienne une opportunité. Parfois, on me demande, mais la technologie va remplacer l'homme. L'homme ne peut pas être remplacé. La technologie va encourager, renforcer l'homme. Tous les outils développés aujourd'hui ne font qu'augmenter la productivité de quelqu'un, aider mon agenda personnel, m'aider à être efficace avec mon temps. Nous voyons tous un retour à compte propre de la première révolution industrielle anglaise. On voit que les compagnies du futur, cela peut être qu'ils n'embauchent pas de gens tout le temps, mais partiels. Mais pour cela, il manque des bases de données qui nous permettent d'être libres. Pour moi, la relation de travail, maintenant, ressemble beaucoup à l'esclavage. J'imagine que parfois, dans un certain temps, les compagnies deviendront des écosystèmes et ne devront pas avoir des employés tout le temps, seulement à temps partiel. J'espère que vous avez aimé ça et que ceci puisse être distribué et transmis pour que tout le monde ait une conception plus claire pour savoir comment collaborer dans ce monde avec la révolution industrielle et numérique. Merci à tous, au revoir.